Please be seated. Veuillez vous asseoir. Le président. Eh bien, nous voilà de retour ici. Bonjour à nouveau et je donne immédiatement la parole à la défense de Monsieur Blégoudet. Maître Knops. Maître Knops, bonjour Monsieur le Président. Puis je me permets de vous présenter, Monsieur le Président, ainsi qu'aux autres juges de la Chambre, une nouvelle gestionnaire, Madame Louisa, qui est membre du barreau de la République démocratique du Congo et membre au barreau de Bruxelles. Elle va nous aider ici. En l'occurrence, elle est gestionnaire chargée des dossiers. Le président, bienvenue à vous, bienvenue dans ce prétoire, madame, et je vous souhaite beaucoup de bonheur au sein de votre équipe. Maître Hendry. Bonjour, Monsieur Mangou, Philippe. Rebonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Maître. Alors, j'ai juste 4 points à aborder avec vous. Je pense que ça va aller très vite. Et avec beaucoup de chance, je pense finir dans les 30 à 45 minutes qui suivent. Je voudrais qu'on parle brièvement de la RTI. La RTI. Vous avez dit que avant le 16, la marche donc du 16 décembre 2010, la RTI était gardée. Vous l'avez bien expliqué. Mais est-ce que vous vous rappelez précisément de la réponse que vous avez donnée aux enquêteurs du bureau du procureur en ce qui concerne le pourquoi de la présence des militaires en ce lieu, même en temps de paix, précisément? Est-ce que vous vous rappelez de la réponse que vous lui avez donnée? Oui, Maître. J'avais dit que c'était un point stratégique. Ce point, dans toutes les tentatives de coup d'État visé, une fois que vous prenez la RTI, c'est fait, vous faites passer votre message. Donc, c'est vraiment un point stratégique et ce point est tout le temps gardé. D'accord. Je vais aborder avec vous la MACA. Toujours dans la même veine, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi particulièrement vous avez envoyé un contingent en ce lieu, la MACA, la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan? C'est bien ça, Maître. Maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Quand il y a des mouvements, la MACA est aussi visée. Faire sortir les prisonniers. Quand c'est fait, ben, ça pose problème. Voilà, ça pose problème. Donc, pour la surveillance même de la MACA, on a des éléments qui sont stationnés en permanence. D'accord. Est-ce que, à votre connaissance, dans la mesure de vos connaissances, est-ce que cette prison civile a été ouverte par la suite? Toujours dans la période de la crise post-électorale. Mes souvenirs là-dessus ne sont pas exacts, mais je ne pense pas que que la prison soit ouverte. Je ne pense pas. D'accord. On va aborder donc le 3e point, ça va très vite. Je vais donc appeler une vidéo, on va me donner cette vidéo, les références. CIV,
OTP 0064 0083. Le JT donc de 20 h. RTI. Les minutes 08:52 à 15 minutes 1 seconde. Onglet 374. Transcrit. CIV OTP 0094 0336. Page 338. Ligne 40. Excusez-moi. Donc le timestamp, c'est 08, donc 8 minutes 52 à 11 minutes. 11:42. J'espère que c'est bien pris. Le transcrit CIV OTP 0094 0336, page 338, les lignes 40 à 80. C'est bon. On me fait signe que c'est bon. Alors, on va juste écouter. On a déjà vu cette vidéo, mais c'est cet extrait que je vais faire, donc diffuser. Après, je vous poserai 2 questions. Je voudrais donc profiter de la présence du ministre Blegoudé, qui est le président de la jeunesse ivoirienne, qui est venu ici nous apporter le soutien de cette jeunesse, pour m'adresser un peu à un des jeunes aussi, qui par la force des choses est devenu aujourd'hui Premier ministre, et qui du haut de son piédestal nargue tout le monde. Et je veux parler de Guillaume Soro. Dans l'interview, Guillaume Soro me dit que je ne suis pas du côté de la vérité, que je suis fils de pasteur. Je le reconnais. Mais je lui dis qu'il n'est pas du côté de la vérité, qu'il a été ancien séminariste, donc il était pratiquement lui à 2 doigts d'être prêtre, c'est-à-dire homme de Dieu. Il faut que les choses soient claires pour les Ivoiriens. Et je voudrais que les Ivoiriens sachent la vérité. Nous avons été approchés par ce monsieur pour nous demander de mettre l'armée à la disposition de M. Alassane Ouattara qui, dit-il, venait d'être élu. Nous lui avons dit non. Il nous a envoyé quelqu'un, certainement ça doit être un appât de sa part, pour nous dire que nous devons être nommés chef d'état-major. J'ai dit à son émissaire que j'ai fait 6 ans de commandement et que même si aujourd'hui le président Gbagbo venait à me remercier, je retourne tout simplement au village et que je ne souhaitais pas être chef d'état-major de M. Alassane Dramane Ouattara. Si c'est ça qui dit que je ne suis pas dans la vérité, j'ai dit que je ne suis pas dans la vérité. J'ai eu des entretiens avec M. Guillaume Soro. Je lui ai dit que c'est lui qui a conduit le processus. À un moment donné, il a même dit qu'il était arbitre. Et je lui ai tout simplement dit que quand on a conduit le processus, comme il a fait, et quand il s'est dit arbitre, comme il a été, il se doit de dire aux Ivoiriens la vérité. Nous avons tous écouté M. Guillaume Soro. Il nous a toujours dit, à la réunion des généraux, tout comme aux Ivoiriens, que tous les candidats ne devaient se prononcer qu'après que le Conseil constitutionnel ait donné les résultats définitifs. Est-ce ce qui a été fait? Ce n'est pas ce qui a été fait. Nous, des forces de défense et de sécurité, nous avons une mission. Celle de défendre l'intégrité du territoire national en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances, quelles que soient les formes d'agression. Celle de protéger les institutions de la République. L'institution de la République a parlé, nous nous en tenons à ce qu'a dit l'institution de la République. Il faudrait que cela soit clair. J'ai même dit à Guillaume, Monsieur Philippe Mangou,
vous avez vraiment tout expliqué ici. C'était vraiment très clair sur le recours intenté par le président. C'est très clair. Je ne voudrais pas qu'on revienne là-dessus. Mais ici, lorsque vous dites l'institution de la République a parlé, nous nous en tenons à ce qu'a dit l'institution de la République. Ma question. Vous faites donc bel et bien ici allusion aux résultats proclamés par le Conseil constitutionnel et qui a reconnu M. Laurent Gbagbo vainqueur des élections du 28 novembre 2010. Oui ou non? Oui. J'ai une dernière vidéo à passer et j'aurai juste 2 questions à poser sur cette vidéo. Et je vous remercierai. Donc, je vais donner les références de cette vidéo. Excusez-moi. CIV OTP 0047 06 70. Il s'agit donc de toute la vidéo. Onglet 257. Le transcrit CIV OTP 0048 1660, onglet 304. Il s'agit donc de tout le transcrit, comme je l'ai dit. Si on peut me faire signe du côté de la cabine, c'est bon, on l'a retrouvé. OK. On peut y aller. Je voudrais juste dire à la cabine que pour le transcrit, ça va s'arrêter à la ligne 30. Si on peut me faire... C'est bon? D'accord. Merci. À l'occasion du grand meeting de mobilisation et de soutien aux forces de défense et de sécurité et aux travailleurs de Côte d'Ivoire, lancé par le général Charles Blé Goudé, ministre de la Jeunesse et de l'Emploi, le général Philippe Mangou a fait savoir à toute la jeunesse réunie au stade Champour de Marcory que Dieu est avec la Côte d'Ivoire, que Dieu est avec l'armée de Côte d'Ivoire. Nous vous saluons et nous vous disons merci. Merci d'avoir pensé à nous pour organiser cet après-midi d'hommage. Cela nous va véritablement droit au cœur, parce que quelque part on dit qu'une armée si forte, si puissante soit-elle, n'est rien sans le soutien de son peuple. Et aujourd'hui, vous êtes en train de démontrer que vous êtes avec nous. En 2000, vous l'avez fait. Qui avec un bol de riz? Qui avec un peu d'argent? Qui par ses prières pour nous soutenir, pour nous permettre de mener le combat que nous avons pu mener étant sur la ligne de fou. Mais le faisant, vous-même, vous vous êtes résolument mis à nos côtés pour battre le pavé, les menus, pour dire non à l'imposture. Avec vous, nous avons réussi la première étape, c'est-à-dire nous avons remporté le premier combat. Pour la cabine, nous allons... Oui. Le président.
Le microphone de l'interprète n'était pas branché. Moi, j'écoutais le français, donc je ne m'en suis pas rendu compte. Il n'était pas branché, ce micro. Comme le vôtre, d'ailleurs, précédemment. Donc, je pense qu'il va falloir rediffuser ceci. Okay. Nous allons donc rediffuser cette vidéo. En intégralité, s'il vous plaît. À l'occasion du grand meeting de mobilisation et de soutien aux forces de défense et de sécurité et aux travailleurs de Côte d'Ivoire, lancé par le général Charles Blé Goudé, ministre de la Jeunesse et de l'Emploi, le général Philippe Mangou a fait savoir à toute la jeunesse réunie au stade Champour de Marcory que Dieu est avec la Côte d'Ivoire, que Dieu est avec l'armée de Côte d'Ivoire. Nous vous saluons et nous vous disons merci. Merci d'avoir pensé à nous pour organiser cet après-midi d'hommage. Cela nous va véritablement droit au cœur, parce que quelque part on dit qu'une armée si forte, si puissante soit-elle, n'est rien sans le soutien de son peuple. Et aujourd'hui, vous êtes en train de démontrer que vous êtes avec nous. En 2000, vous l'avez fait. Qui avec un bol de riz? Qui avec un peu d'argent? Qui par ses prières pour nous soutenir, pour nous permettre de mener le combat que nous avons pu mener étant sur la ligne de fou. Mais le faisant, vous-même, vous vous êtes résolument mis à nos côtés pour battre le pavé, les menus, pour dire non à l'imposture. Avec vous, nous avons réussi la première étape, c'est-à-dire nous avons remporté le premier combat. C'est pour cela qu'en toute chose, nous devons rendre grâce à Dieu. Et comme un fait de hasard, le Seigneur a voulu que tout ce monde se retrouve, je le mets entre griffes, dans ce jardin d'Éden, où tous s'étaient retrouvés. Et le sorcier, c'est ce que nous appelons aujourd'hui la communauté internationale, qui a dit « allez aux élections, comme pour dire « tu ne mangeras pas de ce fruit, mange de ce fruit ». Et nous avons vu ce que c'est. C'est pour ça qu'il faut rendre grâce à notre Seigneur. Et nous avons été de ceux qui sommes restés sur la ligne de front. Et rendre un hommage aujourd'hui à ces corps habillés, à ces policiers, à ces gendarmes, à ces militaires, à ces douaniers, à ces eaux et forêts. Je voudrais vous dire un grand merci pour cela. Notre pays a la chance d'avoir ces hommes. Des hommes déterminés, des hommes de conviction, des hommes qui font leur travail avec beaucoup de professionnalisme, des hommes courageux, qui jusqu'aujourd'hui sont sur la ligne de front, qui font la sécurisation des différentes localités, et tout cela pour vous les jeunes, pour vous permettre à vous d'aller à l'école, pour vous permettre de vaquer librement vos occupations, pour faire en sorte que les institutions de la République restent debout. C'est pour vous que nous le faisons. Et nous pouvons vous dire que nous continuerons de le faire. Nous avons dit aux uns aux autres, pour avoir été sur le terrain, que nous ne voulons pas de la guerre. Parce que nous avons des armes destructives. Parce que nous connaissons les effets de ces armes. Que nous ne voulons pas de la guerre parce que cela engendre beaucoup de morts. Que nous ne voulons pas de la guerre parce que cela engendre beaucoup de déplacés. J'ai parlé à notre jeune frère Soro. Je le lui ai dit, je le répète et je le lui dis encore. Cela semble ne pas rentrer dans ses oreilles. Alors nous disons, si nous ne sommes pas entendus et qu'on veut nous imposer la guerre, nous la ferons. Nous la ferons. On veut nous effrayer. On ne peut pas nous effrayer. Ce sont des hommes qui font la guerre. Ce sont des hommes qui se retrouvent face à face.
Et quand vous dites que vous allez faire la guerre, ne dites pas que c'est seulement de votre côté que les gens vont tomber. Les gens tomberont également du côté de l'ennemi. Et nous disons que bien après avoir averti tout ce monde, si les gens sont vraiment décidés à nous faire la guerre, nous sommes prêts, que nous les attendons de pied ferme. Et cela, nous sommes prêts pour cela. Parce que pour nous militaires, la meilleure mort, c'est celle qui nous arrive lorsque nous sauvons le peuple, bien que nous défendons la patrie. Il n'y a pas d'homme plus meilleur que celle-là. Et nous sommes prêts pour nous occuper. Le général tout à l'heure vous a dit de prendre avec beaucoup de pincettes ce que disent les journaux de l'opposition. Cela est de bonne guerre. Cela est de bonne guerre. Il faut au maximum essayer de décourager l'ennemi. Alors tantôt vous entendrez dire, nous avons tant de généraux. Mangou, ces derniers temps, il ne parle pas, on ne sait pas de quand il est. Il y en a même qui viennent et qui disent, ah mais mon général, vraiment ça, on ne vous sent plus, vous n'êtes plus ce que vous étiez avant. Il faut faire un coup d'État. Alors je vais vous expliquer certaines choses. Ils n'ont personne avec eux. Ils nous ont promis une liste depuis la semaine dernière. Nous attendons toujours cette liste. Seuls quelques officiers à la retraite ont accepté d'être avec eux. Alors ceux qui viennent nous voir pour dire mais ça dure, mais il faut faire un coup d'État, le peuple est fatigué, on veut respirer. Suivez bien ce que je vais vous dire. Suivez bien ce que je vais vous dire. À un moment donné de l'histoire d'un pays, notre Seigneur met toujours à des postes de responsabilité quelqu'un. À un moment de l'histoire d'un pays, le Seigneur met toujours à des postes de responsabilité quelqu'un. Et peut-être que le hasard a voulu qu'à ce moment précis, le Seigneur, après avoir inspiré le président Gbagbo, ait mis à la tête de notre armée un chrétien, le fils d'un pasteur. Nous avons toujours appris que l'autorité vient de Dieu. L'autorité vient de Dieu. Pour ça, et pour ça seulement, je ne ferai pas de coup d'État. La deuxième raison, on ne peut pas faire un coup d'État dans un pays divisé. Nous, militaires, nous sommes de piètres politiques. Et pour permettre à la Côte d'Ivoire d'être ressoudée, pour que la Côte d'Ivoire retrouve les 322 et quelques kilomètres carrés, il faut un politicien. Et ce politicien, il est tout désigné par le Seigneur, qui a fait que le président Gbagbo est réélu. C'est lui qui fera ce travail. La troisième raison, et non des moindres, le général l'a souligné tout à l'heure, il ne s'agit pas pour nous de savoir qui est président et qui n'est pas le président. Nous connaissons le président de la Côte d'Ivoire, c'est Laurent Gbagbo. Et vouloir faire un coup d'État, c'est aller soi-même contre la souveraineté de cet État. Alors que nous luttons pour la souveraineté de cet État. Nous ne pouvons pas piétiner nous-mêmes notre souveraineté et l'offrir à l'étranger. Pour ça, nous ne ferons pas de coup d'État. La quatrième raison pour laquelle on ne fera pas de coup d'État, vous savez, dans la vie, il faut être reconnaissant. Il faut être reconnaissant. Je peux vous dire que tous ceux qui hier étaient avec le président, qui se sont abaissés, qui ont mangé avec lui, qui ont fait croire que les choses allaient, et qu'avant que le coq ne chante, on commence à le poignarder, ouvrez les yeux, vous allez voir ce qui va se passer. On ne se comporte pas de la sorte. Moi, de manière humble, je sais où j'étais quand le président Gbagbo m'a pris. Je sais où il m'a amené et ce qu'il a fait de moi.
Notre Dieu est bon, mais il est patient. Il nous a permis aujourd'hui de voir la face cacher les faces hideuses de ceux qui sont dans la rébellion. Dieu nous l'a permis de savoir. Et il faudrait que tous, nous puissions le savoir. Non, parce qu'il suffit tout simplement d'ouvrir les yeux. Comment voulez-vous qu'un pays africain comme la Côte d'Ivoire soit jalousé par le monde entier? Comment voulez-vous que nous puissions nous en sortir si nous ne sommes pas adossés à quelqu'un qui est le Seigneur et qui fait des choses pour nous? N'avez-vous pas remarqué que chaque fois qu'on nous exige quelque chose ici, que Dieu nous montre le contraire de ce qui se fait de l'autre côté qui a été accepté? Ici, on vilipende notre souveraineté. Mais le Seigneur n'a pas mis du temps pour nous montrer ce qui se passait en Tunisie. Ça n'a pas été la même réponse. Dieu est avec nous et Dieu combat avec nous. C'est pour cela, chers frères, chères sœurs, je voudrais vous dire de ne point vous décourager. De ne point vous décourager parce que le président Gbagbo est en train d'écrire une nouvelle page de l'histoire de l'Afrique. Et avec ces écrits constitueront une véritable jurisprudence pour les États africains. Nous devons tous ensemble faire bloc autour de lui pour que nous puissions mener ce combat. Nous ne sommes pas découragés. Nous irons jusqu'au bout, jusqu'au sacrifice suprême. Et nous savons que vous aussi, vous êtes décidés à mener ce combat. C'est au nom de sa foi en Dieu, c'est au nom de son appartenance à Dieu que le général Philippe Mangou a dédié un chant au président Laurent Gbagbo, chant qui traduit que Dieu est avec le président, quelles que soient les difficultés, que Dieu est avec la Côte d'Ivoire. Oh, est ce nom qui me donne la vertu, je ne peux m'en passer, aucun nom merveilleux. C'est qui Laurent Gbagbo? Est ce nom qui me donne la vertu, je ne peux m'en passer, non, aucun nom merveilleux. Et quand tu dors, quand je dors, c'est pas beau. Au réveil, c'est pas beau. Je joie en la joie au cœur. C'est pas beau. Je ne peux m'en passer. Aucun nom merveilleux. Je ne peux m'en passer. Aucun nom merveilleux. Je ne peux m'en passer. I think, yes. Le juge président, oui. Oui, maître André, vas-y. Allez-y. Monsieur Philippe Mangou, vous avez dit dans la vie, il faut être reconnaissant. Et en substance, vous dites, je sais où j'étais. Je sais où le président Laurent Gbagbo est allé me prendre. Et je sais ce qu'il a fait de moi. Juste ça, sur ce point. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose? Alors, juste sur ce point, moi, je souhaiterais qu'on parte toujours des périodes, des différentes périodes. Et là, je suis encore dans mon rôle de chef d'état-major des armées. Tout à l'heure, je reviendrai à la question. Vous avez posé une question et ma réponse prête un peu à confusion. Sur les institutions,
Parce que j'ai dit que l'armée, pour nous, ce sont les institutions. Et je maintiens que ce sont les institutions. Pour tout militaire, notre boussole, après les élections, ce sont les institutions de la République. À condition que ces institutions soient fortes et crédibles. Et ça, le président Obama l'a dit, en Afrique, on n'a pas besoin d'hommes forts, on a besoin d'institutions fortes. Donc je tiens à faire cette précision parce que nous avons été induits en erreur par l'institution à laquelle nous nous croyons. Maintenant, pour en revenir à votre question. Oui, je sais où j'étais et je sais où le président m'a amené. Je suis reconnaissant à ce qu'a fait le président de la République. C'est pour cela que j'ai lutté de toutes mes forces pour qu'aujourd'hui, on ne voit pas le président assis ici. Ce n'est pas sa place. Ce n'est pas sa place. Et j'ai lutté de toutes mes forces. La première lutte que j'ai menée, quand il a été pris, c'était d'appeler... Monsieur le témoin, oui. Je vais repréciser ma question. Oui, s'il vous plaît. Je n'ai pas demandé ce que vous avez fait pour le président. Oui, qu'est-ce qu'il a fait pour moi, c'est ça? Non. Est-ce que vous voulez dire que vous étiez donc comme théâtre à Yamoussoukro? Donc c'est de là que vous étiez? Oui ou non? Lors de votre désignation. Ça englobe les fonctions de comme théâtre jusqu'aux fonctions de chef d'état-major des armées. D'accord. Je vois le procureur qui est levé. Et je ne sais pas si c'est une objection, mais c'est le procureur qui distribue, le président plutôt qui distribue la parole. Alors, Mr. MacDonald? Yeah. Le président, Monsieur MacDonald, mon contradicteur a posé une question très ouverte. Après cela, il a dit « Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ?» Le témoin essaie de répondre, mais mon contradicteur l'interrompt. Je n'ai pas voulu intervenir, mais le témoin était en train de répondre. Le juge président, je puis vous assurer que la Chambre posera en tout état de cause une question ouverte. Alors, ne vous inquiétez pas. Veuillez poursuivre. Monsieur le Président, je ne vois pas de quoi il s'agit ici. Je vais répliquer par rapport à cette objection. Ma question était précise. J'ai dit, où est-ce que vous étiez? J'ai paraphrasé d'abord le témoin. J'ai dit, où est-ce que vous étiez? D'où est-ce que le président vous a tiré et ce qu'il a fait de vous? Le témoin est en train de développer, en donnant sa réponse, sur ce qu'il a fait pour le président et que selon lui, le président ne devait pas se retrouver ici. J'ai estimé que le témoin n'était pas en train de répondre à la question qu'il avait posée. Donc, je l'ai précisé. Donc, il ne faudrait pas que le procureur se lève pour faire des objections infondées. Maître Ndri. Le président, Maître Ndri, je vous ai redonné la parole afin que vous poursuiviez et non pas pour vous livrer à un débat polémique avec le procureur. Témoin, je voudrais vous remercier de votre intervention ici. Et comme vous l'avez dit, que vous m'avez salué chaleureusement au début, en disant que j'étais votre beau-frère, je voudrais que vous retourniez mes salutations à votre épouse lorsque vous allez retourner. J'ai fini. Je vais passer donc la parole au lead counsel pour conduire donc la suite de l'interrogatoire de l'équipe de défense de M. Charles Blegoudé. Je vous remercie. Merci, maître. Le président. Maître Knops, Monsieur le Président, nous aurions d'ultimes questions à poser à M. Mangou et c'est Maître Kadji qui les posera. Le Président. Oui. Maître Knops, je pense que nous pouvons en terminer avant la pause. Je vous l'assure. Le Président, très bien, merci. Maître Kadji, je vous donne la parole.
Bonjour, Monsieur le Président, Madame et Monsieur les membres de la Chambre. Bonjour, Monsieur Philippe Mangou. Je suis Josette Kadji, avocat au barreau du Cameroun et membre de l'équipe de la défense de Monsieur Charles Blé-Goudé. J'ai des questions de précision et d'éclaircissement à vous poser. Et la première question que je voudrais vous poser, c'est celle-ci. Pouvez-vous indiquer à la Chambre si les FDS avaient pu couvrir les élections dans la zone CNO en 2010? Maître, bonjour. Effectivement, les FDS ont pu couvrir les élections dans la zone CNO. J'avais expliqué le principe. C'était 8000 personnes à déployer. Nous avons déployé 4000, mises à la disposition du CCI, qui est le centre de commandement intégré. À l'issue des élections, il y a eu un rapport de ce chef du centre qui nous a signalé quelques-unes cassées et qui, à la fin de ses conclusions, a dit que les élections s'étaient bien passées. Donc ce rapport a été transmis à la commission électorale indépendante. Voilà ce que je peux vous dire. Mais j'avoue que nous n'avons pas eu le temps de nous retrouver à la réunion du parti pour refaire le point de situation. Merci, Monsieur Philippe Mangou. Je vais vous ramener maintenant en 2002. Avant votre nomination en tant que SEMA, c'est-à-dire le 13 novembre 2004, par le président Laurent Gbagbo, de 2002 au 13 novembre 2013, vous étiez comme théâtre. C'est bien cela? C'est bien cela. C'est bien cela. Sur le front Est, c'est-à-dire Tanda, Bondoukou et au-delà, vers le nord-est, puisque l'ennemi se trouvait à Bouna, pouvez-vous dire à la Chambre où était situé
Monsieur le témoin, vous avez dit ici lors de votre déposition le 27 septembre 2017 en répondant à une question du procureur, c'est à la page 72 du transcrit, à la ligne 8 et 9, aux lignes 8 et 9, vous avez dit ceci. J'estime que Blé Goudé a parlé comme un chef patriotique, charismatique. Pouvez-vous nous dire dans un premier temps ce que vous entendez par chef patriotique s'agissant de M. Charles Blé Goudé? Alors, Charles Blé Goudé, quand je parle de chef patriotique, c'est quelqu'un qui aime la patrie. Patrie vient de patriota, qui veut dire compatriote. Donc, qui aime sa patrie. Charismatique, il a une capacité de mobilisation. Et sa qualité, on ne peut pas le dénier à Blé Goudé. Je l'ai reconnu et je l'ai dit. Merci, Monsieur Philippe Mangou. Vous souvenez-vous de votre réponse que vous aviez donnée au bureau du procureur lors de votre déposition à Abidjan, toujours s'agissant de M. Charles Blé Goudé? Oui. J'espère ne pas m'en éloigner. J'avais dit que quand on allait à la paix, qu'il a beaucoup œuvré pour l'avènement de la paix en Côte d'Ivoire. Au moment où nous négocions avec nos frères dans les différentes réunions sous l'égide des différents pays qui nous aidaient, il y a eu d'abord l'Afrique du Sud, il y a eu ensuite le Burkina, qu'il organisait, lui, des caravanes de paix, et même avec Ouattao, ici on est, la zone CNO. J'espère, maître, que je ne me suis pas éloigné de ce que j'ai dit. C'est bien ce que j'avais dit. Disons que c'est en gros cela que vous aviez dit, Monsieur Philippe Mangou. Maintenant, lors de votre audition ici, le 2 octobre 2010, transcrit de ce jour excusez-moi, Monsieur le Président, transcrit de ce jour à la page 41, vous avez indiqué à la ligne 3, à partir de la ligne 3, par moment, je vous cite, par moment, même on a reçu des comptes rendus de nos hommes qui étaient sur le terrain, avoir essuyé des tirs de mortier. Donc, ils étaient attaqués à la calache, au RPG et quelquefois, ils essuyaient des tirs de mortier. Toujours ce jour-là, je vois le procureur qui est debout. Yes, Your Honor. please.
Monsieur MacDonald, Monsieur le Président, nous n'avons pas le contexte dans lequel s'inscrit la citation. Ma contradictrice dit, vous avez dit ceci, mais nous ne savons pas le Président. Mais attendez, elle n'a peut-être pas terminé, elle n'a pas eu le temps de poser sa question. Vous jugerez après. Nous avons la citation maintenant et nous saurons à quoi arrive tout cela dans un instant. Veuillez poursuivre. Vous avez compris ma démarche, ma façon de procéder. Merci. Donc, pour situer le contexte, je venais à la page 81, de la ligne 9 à la ligne 11, où le témoin dit ceci, toujours le 2 octobre, alors, je cite, pardon, alors les crimes étaient perpétrés par le commando invisible, on avait des morts civiles, on avait des morts militaires, et c'est cette situation qu'on vivait au niveau d'Abobo plus particulièrement. Voilà pour le lieu. Ma question est celle-ci. Est-ce que cette Chambre doit comprendre, à partir de vos déclarations, que des tirs au mortier étaient effectués à Abobo, dans un périmètre urbain, par le commando invisible? Oui, maître, suite à un compte rendu fait par le général Deto, nos hommes à Abobo ont essuyé des tirs au mortier. Et cela en milieu urbain, c'est bien cela? Oh, pardon. Monsieur le témoin. Je pensais que le président était en train de suivre quelque chose. Monsieur le témoin. Oui, donc je confirme, maître. Vous avez indiqué ici que vous avez subi une attaque dans votre domicile le 14 mars. C'est bien cela? C'est bien ça, maître. Je voudrais savoir, Monsieur Philippe Mangou, si du 14 mars 2011 au 30 mars 2011, date à laquelle vous vous êtes réfugié à l'ambassade d'Afrique du Sud, si vous avez subi d'autres menaces. Non, maître, après l'attaque, je n'ai pas subi de menaces. Je vous pose la même question. Si à partir du 3 avril jusqu'au 11 avril, 3 avril, date de votre sortie de l'ambassade d'Afrique du Sud, vous avez été l'objet de menaces quelconques, notamment dans votre nouveau lieu d'habitation? Aucune menace, maître. Vous avez, Monsieur Mangou, répété ici à plusieurs reprises, je ne vais pas les citer parce que tout le monde s'en souvient, que vous n'aviez ni armes ni munitions. Et que c'est une des raisons pour lesquelles vous vous êtes réfugié à l'ambassade d'Afrique du Sud, parce que vous ne pouviez pas continuer ce combat. Est-ce que, en tant que chef d'état-major des armées, vous avez informé d'une façon ou d'une autre vos hommes, tous ceux qui étaient sous votre commandement, de votre décision d'arrêter les combats et de vous réfugier? Merci, maître. Le fait de n'avoir pas eu les munitions ne constitue pas l'unique raison. Ne constitue pas l'unique raison. J'avais rendu compte au président Laurent Gbagbo et je lui ai dit que le combat ne méritait pas la peine d'être mené et que par conséquent, je quittais la résidence. Donc, le chef suprême des armées
est informé de ce que je ne veux plus me battre. Pas pour les munitions seulement. Ensuite, c'est moi, je l'ai souligné ici, qui ai ordonné le repli de mes hommes de la ligne de front. Ces hommes étaient placés donc sous la responsabilité du capitaine de vaisseau-major Conan. Donc c'est lui que j'attendais. Et quand il est arrivé, je vous ai souligné que comme nous étions en communication cellulaire, j'ai fait passer un message codé qu'il n'a certainement pas compris. Je lui ai dit, Conan, tu rentres chez toi, moi je rentre chez moi. Parce que toutes les unités qui ont replié étaient rentrées chez elles. Voilà comment ça s'est passé. Ce que la Chambre doit retenir, M. Philippe Mangou, c'est qu'il n'y a pas eu de communiqué officiel de la part du chef d'état-major des armées. C'est bien cela? C'est bien cela. D'accord. S'agissant de votre sortie de l'ambassade, vous avez indiqué que vous êtes sorti de l'ambassade d'Afrique du Sud le aux 3 avril. environs de 16h30. Je me réfère au transcrit du 26 septembre, page 14, lignes 15 et 16. Vous confirmez cela? Je le confirme. D'accord. Vous vous êtes rendu avec votre épouse chez le médiateur de la République. C'est cela? C'est bien cela. Transcrit du 26 septembre, page 16, lignes 27 et 28. Ensuite, vous vous êtes rendu à votre résidence officielle. C'est bien cela? C'est bien cela. Vous avez, à partir de là, appelé M. Dogbo-Blé pour venir vous chercher et vous emmener à la présidence. C'est bien cela. Ok. Une fois à la présidence, vous avez indiqué que vous avez attendu d'autres officiers pour pouvoir être reçus tous ensemble par le président Gbagbo. C'est cela. C'est bien cela. À quelle heure avez-vous été reçus? Ce que nous avons vu dans une vidéo ici que tout le monde connaît. À quelle heure avez-vous été reçu par le président? Alors, si mes souvenirs sont exacts, il devait être peut-être 18 heures par là. 18 heures, oui, je crois. Ça peut ne pas être l'heure exacte, mais bon. Si je vous dis plutôt 20 heures. Non, pas à cette heure. D'accord. Pas à cette heure. Et quand vous êtes sorti de là, vous avez, je crois, sur le perron, donné une interview. C'est cela? C'est bien ça, maître. D'accord. Monsieur Philippe Mangou, et sur le chemin de retour, vous avez croisé, dites-vous, Monsieur Seka Seka et des hommes dans 5 véhicules ou 4, je sais. Non, ce n'était pas sur le chemin de retour. C'est quand je venais à la présidence que je les ai croisés, puisque eux, ils partaient de la présidence vers la ville. Ah, donc, il y a une erreur sur le transcrit, parce que le transcrit du 26 septembre 2017 à la page 25, à la ligne 8, vous dites, à une question de monsieur le procureur, c'est sur le chemin... Bon, partons du début, c'est-à-dire la ligne 6.
c'est quand je crois le général Kassaraté venait qu'ils l'ont un peu chahuté. Sinon, quand moi j'étais, puisque j'étais avec Dogbo, nous, on est passé, on est rentré. Maintenant, c'est sur le chemin du retour, que j'ai vu 5 véhicules de transport de troupes banalisés, pleins, je ne dirais même pas de soldats, de mercenaires. Voilà, c'est ce que vous avez déclaré le 26 septembre 2017. Il doit y avoir une erreur parce que j'ai dit ils étaient sur le côté gauche, moi j'étais sur le côté gauche, ils étaient sur le côté droit. Ça y est, vous voyez, voici, c'est pas mentionné. Parce que moi j'étais à gauche, eux ils étaient à droite, sur le côté droit. Et que c'était de la résidence vers la ville. Merci, Monsieur Philippe Mangou. Et là, vous dites, toujours le 26 septembre, que vous connaissiez tous vos soldats, absolument tout le monde. Vous confirmez cela? Pas en ces termes. J'ai dit que j'ai fait... Je vais vous lire. Le président. Le 26 septembre 2017, à la page 14, à la page 25, ligne 14, j'ai fait, je vous cite, j'ai fait beaucoup de tournées. Je suis allé dans les plus petits hameaux où étaient nos hommes. Je les connais, je leur connais le visage. Voilà. Peut-être pas de nom. Peut-être pas de nom. C'est bien la précision que je voulais apporter, maître. À peu près de visage. Quand je vois, je sais que c'est un soldat. Mais pas de nom peut-être. Il y en a donc, je connais les noms, mais il y en a, je ne connais pas les noms, mais par le visage, je sais que c'est des soldats ivoiriens. Ouais, je les connais à peu près. Monsieur Philippe Mangou, vous avez dit ici que le dernier recrutement se situait quand? Le dernier recrutement a été fait, donc, la décision a été prise en janvier et on n'a pas eu le temps de former. On a fait un mois et demi, donc de janvier 2011 à la mi-février. Un mois et demi. Je parle des 3184. Oui, c'est bien de cela qu'il s'agit. Et vous pouvez dire ici que même ceux-là, vous les connaissiez tous de visage? Non, madame. Ils venaient d'être recrutés. Ils venaient d'être recrutés. Et j'ai précisé que dès qu'ils ont satisfait aux visites médicales, ils ont été immédiatement affectés dans leur lieu, dans leurs différents postes, pour y être formés par les commandants d'unité. Donc, je n'ai pas eu le temps de les rencontrer pour mieux les connaître. Monsieur Philippe Mangou, pour rebondir sur une question, je crois que mon confrère Altit vous avait posée, il vous a demandé si vous aviez démissionné. Vous vous souvenez? Non, pourquoi vous n'aviez pas démissionné? Vous vous souvenez? Je m'en souviens et j'ai répondu à la question. D'accord. Moi, la mienne est celle-ci. Pourquoi, une fois à l'intérieur de l'ambassade d'Afrique du Sud, et donc tout à fait à l'abri, puisqu'on a même parlé d'exil, vous n'avez envoyé aucune lettre de démission? Il m'était difficile d'envoyer une lettre de démission. Je n'avais pas le nécessaire pour faire la lettre.
Et même si je l'ai fait, j'ai pu la faire, à qui est-ce que j'allais remettre la lettre? Vous avez indiqué ici également, toujours en répondant à Maître Altit, que vous aviez rompu la chaîne de commandement. C'est bien ça, maître. En quelle qualité vous vous êtes rendu à la présidence en compagnie de tous les officiers dès que vous êtes sorti de l'ambassade d'Afrique du Sud? En quelle qualité vous êtes présenté là-bas? Alors, quand je me suis présenté, je n'étais plus chef d'état-major, moi, à mon niveau. Je n'étais plus chef d'état-major. Je m'y suis rendu pour porter un message au président de la République. Malheureusement, je n'ai pas pu le faire parce que je vous avais dit ici qu'ils étaient confiants, ils avaient repoussé une attaque et que le président avait convoqué des officiers pour une réunion. Moi, dans mon esprit, j'allais pouvoir le trouver tout seul pour lui faire le compte rendu et repartir. Donc, je ne m'y étais pas rendu en qualité de chef d'état-major des armées. Sinon, j'aurais repris le combat. Mais je n'ai pas repris le combat, je n'ai pas combattu, je suis rentré chez moi. Monsieur Philippe Mangou, vous avez indiqué ici que lors d'une discussion avec le général, je pense que c'est un général, Bakayoko, le 3 décembre 2010, il s'agit du transcrit du 25 septembre à la page 54. À la ligne 1, vous dites ceci. Donc nous avons eu une réunion avec les commandants des forces impartiales dans un hôtel que je ne citerai pas d'Abidjan. Et à l'issue de cette réunion, le général Bakayoko m'a approché pour dire que, puisque nous travaillons au sein du centre de commandement intégré, qu'il fallait que nous fassions une déclaration pour dire que le président Alassane Ouattara a gagné les élections. Alors je lui ai dit, je le sais, mais il ne nous appartient pas en tant que militaires de faire une telle déclaration. Et cela, c'était, vous avez situé cette réunion au 3 décembre 2010. Ma question est celle-ci, Monsieur Philippe Mangou. Vous avez affirmé à plusieurs reprises ici que vous étiez un chrétien. Vous avez cette information que le président Gbagbo n'a pas gagné les élections. Et jusqu'au 30 mars 2011, vous avez envoyé vos hommes au combat, vous avez organisé comment dirais-je, tout ce que vous avez organisé pour la protection de la RTI, pour Abobo, les combats, les différents combats, en sachant, vous, chrétiens, que vous envoyez vos hommes mourir pour une cause que vous saviez perdue depuis le 3 décembre 2010. Qu'est-ce que votre conscience vous dit? Alors, ce que je voudrais vous dire, c'est que vous n'avez pas tenu compte de la période. Pour moi,
jusqu'au 11 mars, le président était encore président de la République. Et j'ai expliqué ici que lorsqu'une élection est organisée et qu'un président en exercice perd l'élection, il continue encore son mandat jusqu'à ce qu'il fasse la passation de pouvoir. Mais la passation de pouvoir n'ayant pas eu lieu, le président a fait une sorte de demande de recours. Il a demandé à la communauté internationale de venir pour faire le recomptage des voix. Donc, nous, ce que nous disons, c'est que ce ne sont pas les militaires qui donnent les résultats. Nous, notre boussole, ce sont les institutions de la République. Et ça, je l'ai souligné tout à l'heure. Le président de la République lui-même, bien que le Conseil constitutionnel se soit prononcé, a quand même demandé à la communauté internationale de venir recompter les voix. Mais n'est-ce pas ce qui est en train d'être fait dans le cadre de la commission électorale indépendante, lorsqu'un collaborateur du président de la République a déchiré le PV, posant ainsi un acte humiliant et mettant du coup un frein à la signature que le président lui-même a apposée au bas de la bonne conduite en ce qui concerne tous les candidats. Mais nous disons, mais par le simple fait même qu'il ait appelé la communauté internationale à venir recompter les voix, est-ce que la communauté internationale était obligée de suivre la proposition faite par le président Laurent Gbagbo? Nous ne le pensons pas. Donc, Monsieur le témoin, oui. Sans vouloir vous interrompre, je vous ai posé une question fort simple. S'agissant de votre attitude par rapport à vos hommes que vous envoyez au combat. C'est bien ce que j'ai dit. Elle est normale, madame. Elle est normale, mon attitude. D'accord. Monsieur Philippe Mangou, vous avez répété aussi à plusieurs reprises ici que, vous étiez fidèle aux institutions de la République. Oui. C'est bien cela? Oui. Pouvez-vous indiquer à cette Chambre si la communauté internationale dont vous dites avoir suivi la décision qui déclarait M. Alassane Ouattara élu est une institution de la République de Côte d'Ivoire? Donc, permettez-moi de poursuivre mon raisonnement. Permettez-moi de poursuivre mon raisonnement. Your Honor. Come on. Monsieur McDonald, Monsieur le Président, je vous en prie, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est l'institution en Côte d'Ivoire? Les Nations Unies? Non, bien entendu que non. Donc, nous savons parfaitement que les Nations Unies ne sont pas une institution de la Côte d'Ivoire. Qu'il s'agit d'un problème de traduction, je n'ai pas dit les Nations Unies. J'ai parlé de la communauté internationale. La communauté internationale, également la communauté. Eh bien, la communauté internationale, ce n'est pas une institution de la Côte d'Ivoire. Mangou, je n'ai plus de questions à vous poser. Merci, Monsieur le Président. Ok, merci, maître. Mr. Knops. Le Président, Maître Knops, nous sommes arrivés au terme de notre contre-interrogatoire. Et merci, Monsieur Mangou, d'avoir répondu aux questions qui vous ont été posées par cette équipe de la Défense. Le Président, Monsieur Mangou, j'ai quelques questions à vous poser. Voici quelle est ma première question. C'est au sujet du SECOS. Au sujet de la mission effectuée par le SECOS, au sujet de la nature du SECOS. Le premier jour de votre déposition, vous avez dit, et je fais référence à la page 20, ligne 4 à 26
T293 et page 21, ligne 4 ou 14 et 16 de la version 14 et 15, vous avez dit que le SECOS s'était écarté de sa mission, notamment compte tenu du type d'armes et de munitions qu'il avait, et vous avez utilisé le SECOS pour certaines missions, et vous avez dit, et je vous cite à nouveau, bien que la mission initiale consiste à lutter contre le grand banditisme, nous l'avons toutefois utilisé, le SECOS, pour d'autres missions également. Et vous avez dit quelque chose d'assez semblable le deuxième jour de votre déposition, T194, page 45 de la version française et page 50 de la version anglaise, ligne 12, page 51, ligne 22 à 24. Et vous avez dit, et je vous cite à nouveau, le SECOS ne jouait plus le rôle qui était le sien. Donc, conscient des types d'armes qu'il avait, il était manifeste qu'il était différent de sa mission, de la mission qui lui avait été confiée au départ. Fin de la citation. Est-ce que vous pourriez nous fournir de plus amples détails au sujet du type de mission pour lesquelles le SECOS était utilisé? Et lorsque vous dites également, monsieur, nous devions l'utiliser pour certaines missions, est-ce que cela signifie que c'était vous qui avez pris cette décision ou est-ce que cela a été le résultat d'une initiative prise par vous et par le général Bipoint? Merci, Monsieur le Président. Le décret de création du SECOS a donné la mission suivante au SECOS de lutter contre le grand banditisme. La lutte contre le grand banditisme, à mon égard, requiert l'utilisation d'armes conventionnelles qui puissent permettre au SECOS de lutter comme il se doit contre le grand banditisme. Et je vous ai rendu compte ici qu'au fur et à mesure qu'on avançait dans le temps, le SECOS a pu avoir des armes qui sont des armes de guerre. Quand vous avez une 12-7 qui est une mitrailleuse lourde qui peut effectuer des tirs jusqu'à 1200 mètres, quand vous avez des RPG qui sont des armes permettant de détruire des blindés, quand vous avez des grenades offensives et des grenades défensives, je crois que ce n'est plus pour combattre le grand banditisme, mais c'est des armes de guerre qui peuvent vous permettre effectivement de mener des combats sur le terrain. Et comme je vous ai rendu compte, Monsieur le Président, compte tenu du fait que toutes nos unités étaient pratiquement sur la ligne de front et que le SECOS était à Abidjan, dans la sécurisation de la ville d'Abidjan, nous avons donc utilisé cette unité parce que nos moyens étaient sur la ligne de front, les hommes y étaient également, et nous avons donc utilisé le SECOS. Ainsi, je vous rendais compte qu'au niveau de la MACA, on a eu quand même un équipage du SECOS. Au niveau du Golfe, on a eu un équipage du SECOS en réserve d'intervention. Donc, de temps en temps, le SECOS, nous l'utilisons. Et concernant le fait qu'elle sorte de ces missions, vous avez dû, Monsieur le Président, vous en rendre compte que dans la composition même des éléments du SECOS, il y a une brigade de maintien de l'ordre, alors que ce n'est pas sa fonction première. Donc, voici ce que je peux dire concernant, Monsieur le Président, la question que vous m'avez posée relative donc au SECOS. So you didn't refer to... Donc, vous ne faisiez pas référence à des missions secrètes ou à des missions qui s'inscrivaient dans le cadre de la lutte contre l'ennemi, enfin, ou de ceux qui étaient à l'époque perçus comme étant des ennemis. When you talk about... Et
lorsque vous parlez de toutes ces armes, ces grenades, ces armes de guerre, est-ce que vous vous souvenez du document qui vous a été montré, une fois par moi-même d'ailleurs? Est-ce que nous pourrions avoir ce document d'ailleurs? Il s'agit du document CIVOTP 0073 0215. Donc, le général Bipoint, qui a vu également ce document, a fait une observation au sujet du dit document. J'aimerais en fait que vous consultiez ce document et que vous me dites, si tant est que vous le sachiez, d'après ce que vous savez, d'après vos connaissances, s'il s'agit d'un document qui faisait partie de l'armement du SECOS. Est-ce que cela est réaliste? Si vous le savez, bien sûr. Déjà, Monsieur le Président, un seul point attire mon attention. Vous voyez que c'est mis mortier de 120. Mortier de 120. Le mortier oui. 120, c'est une arme de l'artillerie. Une arme très impressionnante qui peut effectuer des tirs jusqu'à 7000, voire 13 000 mètres. Donc déjà, le mortier de 120 pour la mission donnée au SECOS, ça n'a pas sa place. Ça n'a pas sa place. Et on revoit aussi les grenades défensives mortelles. Par contre, le fusil lance-grenade, c'est bien pour le maintien de l'ordre. Oui, mais ce que je voulais savoir, c'est ce qui suit. Est-ce que vous avez vu ces armes? Est-ce que vous savez, ou est-ce que vous saviez que le SECOS disposait de ces armes et de cette quantité d'armes? Parce que pour être très honnête, le général Bipoint avait déclaré ici qu'il n'avait jamais reçu ces objets, ces armes qui sont énumérées dans le document. J'ai jamais vu ces armes. Donc, quand j'ai vu le document, je me suis dit que c'était des commandes qui avaient été faites. Sinon, j'ai jamais vu les armes. J'aimerais maintenant vous poser une autre question. Au sujet de la réunion avec Laurent Gbagbo au palais présidentiel, réunion du 24 février 2011. Pendant cette réunion, le président Gbagbo a donné des instructions, des consignes pour libérer l'axe Maka à Bingourou. Et puis le deuxième jour, le lendemain, plutôt la deuxième phase de l'opération a été amorcée à la suite de vos instructions opérationnelles. Et vous avez dit cela à la page 58, lignes 10 et 11 du transcrit 194, version éditée en anglais, donc, et page 75, lignes 16 à 18. Il y a quelques mois de cela, le général Bipoint a également témoigné au sujet de cette réunion. Et il nous a dit que lors de cette réunion, la réunion donc, du 24 février 2011,
Monsieur le Président Gbagbo avait donné les instructions suivantes, et je cite en français. Continuez à tenir, renforcer votre dispositif, continuez à tenir à Bobo. This is transcript 130. Donc, il s'agit du T 139, version éditée en français, page 83, lignes 15 et 16. Alors, que pouvez-vous nous dire à ce sujet, en ce qui consistait, pour ce qui était de tenir à Bobo? Merci, Monsieur le Président. Alors, j'ai suivi également, j'ai relevé ce point. On ne peut pas continuer de tenir à Bobo. Ce n'est pas possible. On tient un point qu'on contrôle. Mais on ne contrôle même pas à Bobo, on ne peut pas tenir ni défendre. Ce n'est pas possible, puisque le commando invisible était encore en place. Et même pour tenir à Bobo, cela supposerait que nous nous sommes emparés d'Abobo, que l'ennemi n'y est pas, et nous prenons des dispositions pour tenir. Et pour tenir, on n'est pas dans Bobo, on se met en dehors pour tenir le point. Donc ce thème ne va pas avec le cadre de la mission. Pas du tout. Par exemple, on est dans cette salle. Si je dois tenir la salle, je ne me mets pas dedans. Je sors pour prendre les dispositions afin qu'un élément de l'extérieur ne puisse pas avoir accès. Or, dans le cas d'Abobo, le commando invisible est en place. Donc, on ne peut pas tenir Abobo, ce n'est pas possible. Et je l'ai relevé aussi quand il a dit ça. So you say... Donc, vous nous dites que ce terme n'a jamais été utilisé pendant la réunion. Non, Monsieur le Président, le terme n'a jamais été utilisé pendant la réunion. Le président s'est levé de son siège, il est venu vers la carte, il a pointé, il a mis l'index sur l'axe, il a demandé c'est quel axe c'est. Je lui ai dit c'est l'axe Maka-Ndoutré. Il a même dit mais c'est ça qui mène à Bangourou, j'ai dit oui. Donc il a dit libérer l'axe, c'est la mission qu'il a donnée. Même Gébi a dit ici que le président n'a pas donné de mission, il n'a jamais donné de mission, mais c'est la mission que le président a donnée, libérer l'axe. Et il a ajouté que c'était un axe stratégique. Il fallait permettre à la population de se déplacer du sud vers l'est et de l'est vers Abidjan, de même que les produits vivriers. Thank you. Merci. Alors, je vais passer à autre chose. Il y avait un témoin, le témoin 164, un sous-officier Baza, qui a témoigné devant la Chambre que le 4 mars 2011, alors qu'il se trouvait au camp commando, il a reçu un ordre du commandant Niemke afin de tirer des mortiers de 120 mm au niveau du carrefour Ndoutré et au niveau du rond-point de la mairie. Et le même témoin a déclaré qu'après avoir refusé d'obtempérer à cet ordre, le lendemain, il a été témoin d'un appel téléphonique entre le commandant Niamke et vous-même. Et au cours de cet entretien téléphonique, apparemment, vous avez demandé au commandant Niemke de tout faire pour persuader le témoin, donc le témoin 164, afin qu'il exécute cet ordre. Et il s'agit du T164, version anglaise éditée, page 66, ligne 6 à 18. Et vous-même, vous aviez mentionné que M. Niemke était commandant du camp commando. Vous l'avez dit à un moment donné de votre déposition. Donc j'aimerais vous poser la question suivante. Est-ce que vous vous souvenez de cet appel téléphonique entre vous et le commandant Niemke, entretien téléphonique donc tel que celui que je viens de vous mentionner, auquel je viens de faire référence? Non, Monsieur le Président.
Dans l'armée, les règles sont claires. C'est la hiérarchie. Je ne peux pas laisser le général Deto pour m'adresser au commandant d'unité qui travaille sous ses ordres. Toutes mes instructions passent par le général Deto et ça descend au niveau de Niamke. Encore moins aux soldats qui n'a même pas pu vous dire, Monsieur le Président, combien de personnes servent le mortier de 120. Il n'a même pas pu le dire. Pour quelqu'un qui dit qu'il tire au mortier, il n'a même pas pu le dire. Et je me rappelle bien que, Monsieur le Président, vous avez posé le problème de la flèche du mortier de 120. Il n'a même pas pu répondre. Il n'a pas pu répondre. Donc, dire qu'il a effectué des tirs au mortier, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est moi qui, à la demande des Deto, ai effectué les tirs dont je vous ai parlé, un tir de flambage et un tir d'arrêt. Et compte tenu de l'importance du mortier, parce que c'est une arme impressionnante qui fait près de 600 kilos, j'ai demandé que l'arme soit réintégrée. Et je voudrais vous rassurer pour vous donner la flèche de l'obus F1 du mortier de 120. À 1898, c'est-à-dire la flèche, c'est-à-dire la distance maxi, la hauteur maxi. À 1898, le mortier, l'obus tombe à 4 km. À 2668 mètres, l'obus tombe à 8 km. Et à 4070 mètres, l'obus va un peu plus au-delà. Alors, ce soldat qui dit qu'il a tiré, il ne connaît même pas la flèche, il ne connaît même pas l'équipage, qui est de 6 personnes, ça, il n'a même pas su le dire. Donc, Monsieur le Président, sincèrement, voilà, le chef d'état-major ne peut pas descendre jusqu'au soldat, au niveau du soldat pour discuter avec le soldat, ce n'est pas possible. Le Président, la dernière question concerne la garde républicaine. Hier, j'ai déjà annoncé que je poserai cette question. Le premier jour de votre déposition, vous avez expliqué la mission de la garde républicaine et les fonctions qui sont les siennes. Hier, 4 octobre, et je fais référence au compte-rendu numéro 199, page 43, version française, donc ligne 14, et vous avez déjà dit, et je fais référence à la transcription 96, page 83, ligne 28, version française, que la garde républicaine a reçu 300 recrues, plus que d'autres unités. Les autres avaient reçu une centaine, 150 par-ci, 100 par-là. La garde républicaine en avait reçu 300. Et vous avez dit qu'après la réquisition, la garde républicaine a mis à disposition 7 individus qui étaient dans un blindé. Et vous l'avez dit, et je cite la référence, c'est la transcription 193, page 25, ligne 24, version française, page 27, ligne 7 et 8 de la version anglaise. Alors ma question est la suivante. Pourquoi est-ce que la garde républicaine a bénéficié de ce nombre de recrues, étant donné les fonctions qui étaient les siennes, telles que précisées par vous-même, et sa contribution limitée à la réquisition? N'y a-t-il pas un déséquilibre là? Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi les choses se sont passées ainsi? Oui, Monsieur le Président. La garde républicaine est une très grande unité qui a 2 groupements. Un groupement à Abidjan et un groupement à Yamoussoukro. Donc, dans la répartition des 300, ils ne reçoivent que 150 à Abidjan et 150 à Yamoussoukro. La garde républicaine, en ce qui concerne les services de garde, en ce qui concerne la sécurisation des personnalités, est très sollicitée. Parce que vous avez les différents ministres
qui ont chacun chez eux une garde. Donc la garde républicaine déploie des hommes pour la sécurisation des hommes et des hautes personnalités. Il y en a qui vont chez le président de la République également. Mais en plus de cela, la garde républicaine a en charge la sécurité des bâtiments officiels. Donc il y a beaucoup de personnes que la garde déploie. Et le volume de 300, Monsieur le Président, c'est vrai, ça vous paraît plus grand par rapport aux autres unités, mais c'est reparti entre le groupement d'Abidjan et le groupement de Yamoussoukro. Le Président, j'ai une question destinée au bureau du procureur. Est-ce que vous avez l'intention de poser des questions supplémentaires, Monsieur McDonald? Oui, c'est possible, mais je préfère disposer de la pause déjeuner pour y réfléchir. Le Président, non, je voulais juste savoir parce que j'aurais encore des questions à poser. Si vous n'aviez pas de questions supplémentaires, j'aurais poursuivi, mais là, nous allons faire la pause déjeuner. Nous allons revenir à 14h30 ou peu de temps après. Donc, j'aurai deux questions à poser. Monsieur le témoin, je suis certain que nous achèverons votre déposition aujourd'hui. Merci beaucoup. Veuillez vous lever.